Bonjour Valérie Zenati. Bonjour. On est vraiment ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Nous nous disions avec Pénélope Fay qu'il n'était pas si simple de vous présenter en quelques mots, tellement votre vie est riche et votre parcours multiple, d'une langue à l'autre, du français à l'hébreu et retour, mais aussi d'un continent à l'autre. Le continent européen, vous êtes né à Nice, et en Israël, vous avez passé votre adolescence jusqu'à vos 23 ans. Mais disons qu'on pourrait suivre un fil, c'est celui de l'écriture, de la langue et de la musicalité, puisque vous êtes à la fois écrivaine, romancière, autrice de nombreux récits pour la jeunesse qui ont été couronnés de beaucoup de prix et également traduits dans beaucoup de langues, dont Une bouteille dans la mer de Gaza qui a été adaptée à l'écran. Mais vous êtes également écrivaine de nombreux romans, dont le dernier qui est apparu en janvier dernier, Qui vivent, dont on parlera ensemble, mais aussi parmi les plus célèbres, Jacob, Jacob, où vous retrouvez vos racines algériennes et qui a reçu le prix du Livre Inter en 2015. Si l'on suit ce fil de la langue, du trajet d'une langue à l'autre, vous êtes très connue en France et dans le monde pour être la traductrice en français d'Aaron Appelfeld, cet immense auteur israélien rescapé de la Shoah, et que vous continuez à traduire aujourd'hui. Il a disparu en 2018 et vous lui avez consacré un magnifique récit sur votre lien, au-delà de votre rapport entre un auteur et une traductrice. On pourra parler de ce lien indéfectible, et ce récit s'appelle Dans le faisceau des vivants. Il est apparu en 2019. Alors, pour introduire notre entretien, on pourrait poursuivre avec ce fil de la musicalité, avec le fait que vous êtes aussi musicienne. Vous êtes violoniste, plus précisément, vous faites partie de l'orchestre des grands amateurs de Radio France. Et vous avez d'ailleurs repris votre pratique du violon dans un contexte très particulier qui n'est pas anodin, on pourra y revenir. Alors, je vous propose de commencer ainsi avec votre pratique de la traduction. La traduction, c'est une pratique de lecture et une pratique d'interprétation. Donc, ça nous intéresse beaucoup, nous, comme analystes, pas seulement pour ça, mais, et qui est peut-être encore plus relié à la musique, à la musicalité, justement, mais aussi au silence. Puisque des choses vraiment très impressionnantes dans l'écriture d'Aaron Appelfeld, que vous faites sentir aussi dans le passage au français, c'est qu'à l'intérieur même de l'écriture, il arrive à faire entendre le silence et l'indicible, ce qui ne peut pas être dit, notamment sur la Shoah et sur ce qu'il a traversé en arrivant au seuil de l'adolescence en Israël, après avoir s'être réchappé du camp où il avait été déporté et avoir passé des années seul dans les forêts, à se taire, à observer la nature, à être recueilli par des paysans auxquels il cachait sa judéité. Et donc il est arrivé en Israël quasiment mutique. Et il y a quelque chose dans ce mutisme et dans la façon dont il a retrouvé à travers l'écrit les différentes langues qui nous intéressent beaucoup. Alors peut-être on peut commencer ainsi. Est-ce que quand vous avez lu Aaron Appelfeld, c'est quelque chose qui vous a donné envie de le traduire, ce rapport entre les mots et le silence et la manière dont il le fait exister? Oui, alors je suis très heureuse d'être là et de pouvoir parler de ces questions avec vous. Quand j'ai lu Aaron Appelfeld pour la première fois vraiment, c'était pendant la préparation pour l'agrégation d'hébreu, le concours d'agrégation. Donc nous étions en 2002. J'avais 32 ans et il y avait un livre qui s'appelle Le Temps des prodiges qui était au programme de l'agrégation. Et avant même de pouvoir qualifier le silence d'Aaron Appelfeld, je crois que ça c'est venu peut-être en étudiant le texte. Ce qui m'a frappé, c'était une sorte d'aura de mystère que je percevais dans cette écriture, qui était à la fois d'une grande limpidité, je dirais pas forcément simplicité, mais d'une grande limpidité, et qui, en même temps, charriait un mystère que je n'arrivais pas à élucider, à éclaircir, ou même à interpréter. Et ce mystère, je pense que j'ai voulu l'approcher en traduisant. Je me suis dit la seule façon de l'approcher, pas de le résoudre, pas de le comprendre forcément, mais de pratiquer le mystère, c'était la traduction. Et la traduction étant, je m'en suis aperçue au fil du temps, à la fois une lecture et une écriture. C'est vraiment cet acte simultané de la lecture et de l'écriture, de la lecture et de l'interprétation. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée, c'est par le mystère. Au fil du temps, et puis en rencontrant Aaron Appelfeld,
Et puis en étudiant, en traduisant, j'ai compris que ce mystère, effectivement, résonnait dans un silence, ou des silences plutôt, qu'il parvient à sculpter dans ses textes du début. C'est-à-dire, je pense que quand on commence un livre d'Aaron Appelfeld, on sait que c'est lui, enfin, dès la première phrase. Très souvent, c'est le personnage ou le héros qui, soit la première personne, soit la troisième, est introduit ou s'introduit par son nom, son prénom, ou l'endroit où il se trouve. Que quand on commence un livre d'Aaron Appelfeld, c'est un silence qui est brisé. La première phrase d'Aaron brise le silence. Et ensuite, il y a un cheminement jusqu'au silence de la fin, de la dernière phrase, jusqu'au silence qui résonne après la dernière phrase. Sur la question du silence et de la musique, il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante dans un documentaire qui a été fait par Arnaud Soli, Le Kaddish des orphelins, où vous lui demandez, vous êtes dans le documentaire, et vous demandez à Aaron Appelfeld, est-ce que tu t'es mis à écrire pour traduire quelque chose de ton monde intérieur ? Et donc il dit, l'écriture c'est un tâtonnement, il dit non, pas du tout, au fond je me suis mise à écrire parce que je n'avais pas de mots, je n'avais rien dans ma langue pour dire que j'avais peur, que j'étais triste, que je faisais des cauchemars. Et donc c'est par la musique d'abord, et d'ailleurs on le voit lire, oui. C'est formidable, il lit ce qu'il écrit. Tout à fait. Voilà, en hébreu. Il fredonne. Et il fredonne, il chantonne. Et donc il dit qu'au fond c'est la musique qui noue écriture et lecture. Et que donc au fond ma question c'est, est-ce que en plus du silence, ça serait la musique à l'origine? Est-ce que le silence est d'abord musique, rythme, et ensuite l'écriture advient? Alors je ne sais pas exactement si pour lui ou pour moi plutôt, d'ailleurs pour les deux. J'ai l'impression que ce sont deux, ça s'épouse en fait. Et quand je dis ça s'épouse, c'est ce désir d'écriture vient quand même chez Aaron Appelfeld d'une blessure béante qui ne trouve pas effectivement des mots à la hauteur de la douleur, de la stupéfaction aussi, de la sidération à ce moment-là, d'avoir été arraché à sa vie, d'avoir été arraché à sa langue, à sa terre, à sa mère, à ses parents. Et c'est bien sûr une blessure trop grande pour trouver des mots. Et je pense que quand je parle de la musique qui épouse le silence, c'est parce qu'il me semble que quand Aaron Appelfeld notamment est arrivé en Israël, il sentait bien que la langue qu'on lui proposait était une langue qui imposait un rythme unique, qui était celui de l'efficacité, de l'idéologie, des slogans, des injonctions. Et donc c'était une sorte de rythme un peu, on va dire, un peu militaire, un peu martial. Et que ce rythme militaire ou martial ne pouvait pas, dans cette langue qui était calquée sur ce rythme-là, il n'y avait pas la possibilité de dire les questions, surtout les questions peut-être. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Où suis-je? Et donc c'est en cherchant la musique de l'hébreu, la musicalité de son hébreu, parce que Aaron Appelfeld a créé, je pense, ce que moi je qualifie d'hébreu biblique moderne. C'est vraiment la langue d'Aaron Appelfeld, c'est un hébreu biblique moderne. Et en travaillant cet instrument-là de la langue, il a permis à la musicalité de la langue d'épouser le silence et voilà, de tracer un sillon dans le silence, je pense. C'est une hypothèse. Vous dites d'ailleurs dans le faisceau des vivants qu'il y avait une grande méfiance chez lui à l'égard du langage. Il martelait les idéologies ont perverti le langage. Quel est le plus grand mensonge que les mots Arbeit macht frei sur le fronton d'Auschwitz? Et en même temps, ce qui est intéressant, vous venez de le dire, quand il découvre l'hébreu, il a l'impression que c'est une langue qui est celle de la raison, qui est très droite comme ça, par rapport à toutes ces langues natales qui se sont mélangées chez lui, le yiddish, aussi l'allemand qui était sa langue maternelle, et un certain nombre d'autres langues. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qui est paradoxal, c'est que en s'appropriant l'hébreu, en concédant à perdre toutes ces langues qu'il essayait de retrouver quand il est arrivé en Israël,
et aussi avec les professeurs qu'il a eus qui lui ont montré que l'hébreu et le yiddish pouvaient correspondre. C'est en se fondant dans cette langue de la raison, de la nouvelle nation finalement, qu'il arrive à retrouver dans l'écrit toutes ces langues natales et des mots qui font ressurgir l'instant. Il y a ce paradoxe de il faut la perte de ces langues natales pour les retrouver dans l'écriture en se fondant dans la nouvelle langue. Oui, pour les retrouver, mais aussi pour pouvoir, je pense, introduire un peu de distance par rapport aux événements qui ont été ceux de son enfance, que ce soit dans la joie de l'amour maternel, de la découverte de la nature, des grands-parents, de l'émerveillement face au monde, et de l'horreur, de la destruction et de la mort de sa mère sans raison. Un jour, quelqu'un tue sa mère. Il le dit dans l'histoire d'une vie, je ne l'ai pas vu mourir, mais j'entends encore son seul et unique cri. Et ce cri de sa mère tuée absolument sans raison. Pourquoi tuer une femme si douce, si jeune, si belle, qui n'avait jamais fait de mal à personne? Et donc, ces événements-là, ça aussi je l'ai réalisé en traduisant, ont été vécus dans une autre langue que l'hébreu, ou dans d'autres langues que l'hébreu. Ils ont été vécus en allemand, un peu en roumain, un peu en ruthène, en ukrainien. Et donc, moi, il m'a semblé, j'ai compris ça aussi en passant par ma propre expérience vis-à-vis de l'hébreu, que le fait d'écrire dans une langue qui n'avait pas été celle des événements permettait aussi une distance qui rendait les événements peut-être moins à vif et lui donnait la possibilité d'en faire un récit. Parce que ça introduisait d'emblée ces événements-là dans ce qu'on peut appeler la fiction, étant donné qu'ils n'étaient pas racontés. C'est-à-dire, à partir du moment où on change de langue pour raconter un événement qui s'est passé dans une autre langue, on entre dans une forme de construction et une narration qui permet peut-être de dire et de voir d'autres choses que dans la langue dans laquelle ça s'est produit. Parce que les échos ne sont pas les mêmes. Il y a aussi peut-être le parallèle qu'on peut faire entre le souci qui est le sien et peut-être qui est le vôtre aussi de se tenir à l'écart du tragique. Et c'est-à-dire quand il dit toujours dans le documentaire auquel je faisais référence, le Kaddish des orphelins, quand il dit au fond qu'il n'aime pas, enfin il n'est pas que ça comme ça, mais le mot Shoah, parce que ça parle de la foule et que lui au fond il ne veut pas parler de la cruauté nue, il veut parler de l'humain. Et il veut parler des individus. Et il dit au fond, si je veux parler de Max, voilà, et de son visage, ce qui est l'altérité radicale, on le sait depuis Emmanuel Levinas. Et donc c'est un individu, c'est un être de chair, c'est quelqu'un qui a une histoire avec un petit H, que c'est ça qui lui importe. Bien sûr, bien sûr, mais c'est d'abord sans doute parce que l'entreprise d'extermination visait à indifférencier et à annihiler toute particularité humaine. Et donc lui, effectivement, je considère que l'œuvre d'Aaron Appelfeld est humaniste et qu'il cherche, enfin c'était son moteur d'écriture, de donner un nom et un visage à des personnes ou des personnages. Et donc dans cette entreprise, pour lui, il n'est pas question de parler de ce qui est devenu un événement historique, mais de ce qui a été vécu par chacun. Et en particulier par les enfants. Et lui était un enfant, et il dit, nous autres enfants, après-guerre, nous ne savions pas par où nous étions passés, quels étaient les noms des lieux. C'est-à-dire un enfant, pendant la guerre, après-guerre, n'avait pas les moyens de décrypter, déjà personne n'avait les moyens de décrypter vraiment ce qui était en train de se passer. Mais un enfant encore moins, parce qu'il ne savait peut-être même pas qui était Adolf Hitler, il ne savait pas ce qu'était le national-socialisme, il ne savait pas ce qu'était... Il entendait des mots qu'il ne comprenait pas. Et donc, lui ne voulait pas écrire sur quelque chose sur lequel de toute façon il ne pouvait pas écrire, parce que la Shoah, c'est l'extermination de 6 millions d'êtres. Qui peut écrire sur l'extermination de 6 millions d'êtres? Et en revanche, la façon de résister
tentative d'annihilation, c'était de redonner un visage, un nom, une voix. Voilà. Et c'est pour ça qu'il continuait de dire à la fin de sa vie qu'il n'était qu'au début, parce qu'il considérait que l'entreprise était titanesque et qu'une vie n'y suffirait pas. D'ailleurs, c'est ce qui répond à des étudiants. Vous reprenez un documentaire, puisque après sa mort, vous avez voulu retrouver un silence et un tête-à-tête avec lui. Donc vous regardez des documentaires, et il y a un documentaire où il vient de commencer à publier en Israël. Et il y a des étudiants, de manière un peu agressive, qui lui disent « Mais enfin, pourquoi est-ce que vous n'évoquez pas, justement, d'un point de vue historique, la Shoah ?» Et il dit « La question qui me préoccupe toujours, c'est que m'est-il arrivé, pas qu'est-il arrivé à l'extérieur ?» Et donc pour reprendre la question de Pénélope, effectivement, quelque chose de comment à l'intérieur même des expériences tragiques, il y a cette stupéfiante clarté, cette attention à la vie, à la rencontre, à la contingence, qu'on retrouve aussi dans vos récits, on pourra y revenir, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans son écriture. Oui, parce que je pense qu'il a senti, avant même de le comprendre, que faire de cette expérience-là une expérience historique que l'on pouvait qualifier de manière générale, c'était une violence inouïe. Et donc, en essayant de retourner à ses propres perceptions, avant même de trouver... Il n'a pas cherché à raconter ce qui était arrivé finalement. On appelle fait, il a très peu raconté ce qui lui est arrivé. Il en a très peu dit, parce que vous disiez tout à l'heure, voilà, il a erré dans la forêt, il a été recueilli par des paysans, il a passé aussi beaucoup de temps avec des brigands, des voyous, des voleurs de chevaux. Et cette période-là en particulier, voilà, où il était recueilli par des gens qui faisaient partie du crime organisé, on va dire, c'est une période qui, je crois, a nourri en lui quelque chose de très profond dans le rapport aux êtres, et aussi dans la découverte, très tôt, trop tôt sans doute, des perversions ou des perversités humaines. Mais il en parlait très très peu. Et je pense qu'en même temps, ça a nourri quelque chose chez lui qui était une expérience de vie plus qu'une expérience de l'histoire. Et qu'à travers ça, ensuite, à travers ces perceptions-là et la possibilité qu'il a eue de les retrouver, il a pu retrouver d'autres perceptions qui avaient été celles de la clarté, de l'amour. Voilà, et une expérience de corps aussi. De corps, voilà, exactement. C'est en passant par cette expérience de son corps pendant la guerre qu'il a pu retrouver aussi celle qui avait précédé. Voilà. Donc tout ça, ce ne sont pas des termes historiques. Tout à fait. Ce sont pas on ne peut pas l'analyser de manière historique. Il y a vraiment quelque chose qui est la matière de notre travail quotidien, c'est comment les mots qu'ils retrouvent par exemple du yiddish ou de ses grands-parents vont ressurgir des sensations, comment un mot a marqué le corps, ça il arrive vraiment à l'enserrer de manière extrêmement précise. On le retrouve aussi dans votre écriture, on y reviendra, mais c'est vraiment quelque chose de très présent. Oui, et quand les jeunes, dans les années 70, ces jeunes Israéliens lui demandent à la télévision israélienne mais pourquoi ne pas faire un récit historique, pourquoi ne pas... en quelque sorte, il lui demande de transformer son expérience là aussi en idéologie ou en vérité collective qui pourrait entrer dans un récit national et le corps marqué d'un enfant ne peut pas être un récit national. Et donc il y avait une lutte chez lui qui est allée en grandissant, qui a été une lutte à un moment donné, je pense, comme il l'aurait dit, une lutte amère, douloureuse, mais pour rester fidèle à ses perceptions. Et se laisser guider par ses perceptions et ses visions, comme il disait. Voilà, mais justement peut-être sur la perception, est-ce que vous seriez d'accord pour lire un extrait dans Le Faisceau des Vivants? Ça nous permettra d'en venir aussi à votre lien avec lui et aussi aux proximités entre son œuvre et la vôtre. Avec plaisir. Une certitude m'habite. Ce silence est un don de celui qui vient de se retirer.
transmis patiemment, mesure par mesure. J'ai été préparée à mon insu au premier jour de la vie sans lui et à ceux qui suivraient. Je l'ignorais alors, mais lui, j'en suis sûre, le savait ou l'avait deviné. C'est sans doute pourquoi, depuis jeudi matin, jour et nuit ne s'opposent plus, mais se confondent. Il y a de l'obscurité dans la lumière et de la lumière dans les ténèbres. Le jour et la nuit s'unissent en moi, la joie et la peine aussi, et l'une n'est pas le contraire de l'autre, mais son complément absolu. La joie de l'avoir connu et d'avoir été aimée de lui, la peine de l'avoir perdu, mais je trouverai sans doute un autre mot sur ce chemin, une image peut-être pour dire cela, la trace laissée en moi, la vie en son absence. Il y a de la lumière, de l'obscurité dans la lumière et de la lumière dans les ténèbres. C'est vraiment, on pourrait dire, ce qui semble vous rapprocher tous les deux. Il y a une grande proximité de destin, bien sûr, vous ne faites pas partie de la même génération, vous n'avez pas vécu ce qu'il a dû traverser enfant, mais il y a aussi, vous revenez sur l'histoire de votre famille, il y a aussi dans votre histoire un déracinement. Vous êtes né à Nice, donc votre famille vient d'Algérie, du Maroc et de l'Algérie. Tunisie, pardon. Tunisie, excusez-moi. Et puis vous arrivez, vous n'arrivez pas, vos parents arrivent à Nice, vous naissez à Nice, et quand vous avez 13 ans, vous arrivez en Israël, à Beersheva, et vous arrivez vous-même déraciné, sans connaître l'hébreu. Vous en parlez d'ailleurs Quand j'étais soldate, il y avait déjà chez vous ce goût de la langue et de la musicalité de la langue et de faire entendre des mots du français alors que vous ne compreniez pas ce qu'on vous disait. Est-ce que vous diriez que ces proximités-là vous ont aussi rapproché de lui? Comment vous pourriez décrire, dépeindre ce lien si particulier que vous avez tous les deux? Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'inépuisable dans ce lien et d'ineffable aussi. C'est Vladimir Jankélévitch qui oppose l'indicible à l'ineffable. Et voilà, en disant que l'indicible a à voir avec la mort, alors que l'ineffable a à voir avec le mystère de Dieu, de l'amour, de l'existence. Et donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose que je ne cesserai jamais de découvrir dans ce qui pouvait nous unir, et puis qui continue, qui n'est pas figé. C'est pas une chose qui nous a unis, mais c'est un lien qui a commencé un jour et qui se poursuit, et qui se poursuivra, puisque je traduis encore et je traduirai, voilà. On en parlera peut-être aussi. Moi, je me suis fait très vite la réflexion qu'il y a eu dans nos biographies vraiment des moments clés à des âges clés. 8 ans a été un âge de traumatisme pour Aaron Appelfeld et pour moi aussi. Pour lui parce que la guerre a éclaté et sa mère est assassinée à ce moment-là. Pour moi parce que j'ai découvert à cet âge-là l'extermination des Juifs d'Europe par la série de fiction Holocauste qui était diffusée à la télévision française et qui a été un très très grand traumatisme. Je savais que j'étais juive, je suis née dans une famille pratiquante, je faisais mes prières, je savais vraiment que j'étais juive depuis toute petite. Et je découvrais que des enfants juifs et des juifs en général avaient pu être condamnés à mort parce qu'ils étaient juifs uniquement. Donc cette découverte a été vraiment une terreur pour moi. Et pendant plus d'1 an, j'étais persuadée qu'il y avait un SS caché sous mon lit. Et puis, par ailleurs, dans ma vie d'enfant, intime d'enfant, il se passait des choses très dures aussi dans ces années-là, où il s'était passé. Et donc ça, c'est 8 ans. C'est-à-dire 8 ans, c'est un âge où on a quelques mots, mais on ne maîtrise pas encore suffisamment le langage pour dire ce qu'on ressent. Et ensuite, le deuxième âge qui nous relie, c'est 13 ans et demi, et lui disait demi, et moi aussi. L'arrivée en Israël. L'arrivée en Israël, et ce moment où l'hébreu entre dans nos corps, puisque lui comme moi, on n'a pas eu vraiment des cours d'hébreu, très organisés, mais on a appris l'hébreu aussi physiquement, comme je dis, moi j'ai eu cette sensation vraiment. Et donc j'ai fait ce parallèle assez vite, de me dire qu'on avait eu à ces deux âges-là, des expériences
qui résonnait de manière très forte. Ensuite, je pense qu'au-delà de ça, il y avait peut-être chez lui, chez moi, une sorte une affinité d'âme, de questions qu'on a eues enfant, oui, ce sont surtout les questions sur le monde des adultes, sur la beauté de la vie, un émerveillement commun, Voilà. et sans doute aussi, je crois, chez lui comme chez moi, d'autres de manière très différente, parce qu'on n'a pas eu les mêmes parcours de vie, mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, une conscience que la rencontre avec un autre être pouvait être effectivement source de grands dangers et de mort, mais aussi, et de la même manière, source de grande joie et de protection, de protection, de partage, et qu'on pouvait vivre les choses les plus... voilà, que tout passait par là finalement. Le pire comme le meilleur passait par la rencontre avec l'autre. Et ça, je crois qu'on l'a aussi, c'est quelque chose qu'on a compris peut-être assez jeune. Alors peut-être on peut parler maintenant de votre dernier ouvrage paru, Qui vive, paru aux éditions de l'Olivier. Alors d'abord, pour introduire ce qui est quand même, qu'on retrouve dans bon nombre de vos ouvrages, et ça a à voir avec ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, vous vous intéressez beaucoup à l'influence, enfin le poids de l'histoire avec un grand H dans la vie de personnages. Et donc là, on rencontre le personnage principal, Mathilde, qui donc dit, enfin il y a eu un certain nombre d'événements qui ont marqué l'histoire, mais dont vous dites au fond que on ne sait pas encore, en reprenant dans les mots de Patrick Boucheron dans une interview, j'ai lu ça, on ne sait pas encore quelles conséquences cela aura. Au fond, l'histoire ne s'est pas écrite, on n'a pas encore les enseignements de l'histoire. Donc au fond, ce sont des événements qui vont faire histoire. Et pour l'instant, ce que Mathilde éprouve avec les attentats, il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan, Nice, et puis ce qui fait aussi effraction, qui est l'élection de Donald Trump, le visage de Marine Le Pen qui aurait pu apparaître complètement, enfin qui était au second tour. Et donc, au fond, Mathilde vit ces événements-là et elle ne trouve plus de sens. Donc, c'est-à-dire à la fois l'histoire ne s'est pas écrite, le dessin de l'histoire qui pourrait faire orientation et sens ne s'écrit pas, et donc elle décide de partir en Israël. Et donc la question, c'est vrai qu'on peut se poser à la lecture, ça n'est pas, enfin moi je l'ai pris comme ça, non pas du tout une forme d'errance ou de départ impulsif, mais au fond elle part pour retrouver quelque chose comment dire ça, de la vie qui palpite en elle, et au fond c'est un acte de liberté qui n'est pas du tout une forme d'errance, c'est un acte. Oui. Et au fond, ce qui est aussi très intéressant que vous mettez en évidence, c'est que la vie qui palpite, l'éprouver, c'est aussi figuré par Mathilde, donc il y a à la fois, c'est très intéressant, qu'il y a tous ses sens en éveil, donc dans le métro, elle a l'odeur des myrtilles, des fougères, je ne sais plus, le goût des myrtilles, du fromage blanc, voilà. Et donc au fond, il y a tout ça qui est en éveil, mais elle perd le sens du toucher. Donc c'est vraiment, la question c'est à la fois plus de sens et trop de vie. Oui. C'est comme ça que je l'ai lu. Oui, j'aime beaucoup cette lecture. Ce qui se passe pour Mathilde, quand le livre commence, et c'est vrai que j'ai choisi de faire commencer le livre à cet endroit-là, c'est l'élection de Trump, mais qui est suivie de l'annonce de la mort de Leonard Cohen. Voilà, oui. Et donc, d'emblée, dans le livre, pour moi, il y avait ces deux tonalités, celle de la violence politique et celle de la poésie et de la beauté de la poésie. Et c'est quelque chose qui... Et Mathilde, de fait, en étant professeure d'histoire, elle est plus du côté, par ce qu'elle a choisi de faire, du côté de la violence de la poésie, de la violence, ça c'est... Aussi. Voilà, pourquoi pas aussi d'ailleurs, mais de la violence du politique, et avec l'obsession de donner des clés et de comprendre, d'avoir une grille de lecture claire. Et elle s'aperçoit que la succession des événements, et notamment la pandémie et les confinements, lui donne le sentiment que l'histoire est aphone, qu'il se passe quelque chose de tellurique, mais qu'il n'y a pas de voix pour exprimer cela, pour dire, voilà. Et
moi j'aime que vous disiez tout, c'est un acte de liberté de partir en Israël. Elle part justement pour une raison qui semble irrationnelle, qui est le fait qu'elle a vu une vidéo sur laquelle Leonard Cohen, à Jérusalem, lors d'un concert, déclare face au public qu'il ne veut plus tricher, qu'il ne peut pas tricher, et quitte la scène. Et donc elle-même quitte la scène de sa propre vie en se disant je vais aller dans cet endroit où il y a eu cet acte de grande liberté. Parce que dire je ne peux pas tricher, c'est à la fois une liberté et une fidélité à soi-même qu'on s'autorise peu finalement. Et en effet, dans cet acte de liberté d'ailleurs, pour qu'il soit total, elle ne dit à personne où elle va. Comme si le fait de ne pas le dire lui permettait d'habiter totalement chaque seconde et chaque lieu qu'elle traverse. Et donc, bien sûr, peut-être qu'inconsciemment, aller en Israël quand on est professeur d'histoire et qu'on cherche le sens de l'histoire, c'est pas anodin. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle le vit. Et j'ai aimé, avec ce personnage-là, éprouver. Et justement, dans un monde qui est indéchiffrable, et qui est d'ailleurs peut-être en permanence indéchiffrable, mais qui devient particulièrement indéchiffrable, j'ai aimé passer par ses sens pour essayer de retrouver, par le corps, pour essayer de retrouver le sens. Et quand je dis le sens, c'est pas forcément l'explication, mais la direction. Oui. Voilà, c'est la direction. C'est ça, c'est une vraie... Excusez-moi. Oui, bien sûr. C'est une vraie réflexion sur la question de la vérité, enfin d'un possible de la vérité, puisque Mathilde est professeure d'histoire et elle dit à un moment donné à ses élèves que ça ne va pas du tout d'enseigner l'histoire sur une frise, que l'histoire est une boule à facettes. Oui, parce que la chronologie, c'est quelque chose qui ne peut pas tout expliquer. En même temps, nous sommes inscrits dans le temps, et les événements de l'humanité sont inscrits dans le temps, mais ils surgissent et disparaissent, comme dans la vie d'un être, ça vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Il n'y a pas que la chronologie, et des événements anciens peuvent être beaucoup plus brûlants que des événements récents. Donc c'est ce qui se passe dans l'histoire aussi. Voilà. Et quand vous disiez trop de vie par rapport à... pas de sens. Pas de sens. Et ça m'évoque une sensation que moi j'avais enfant, par exemple. J'avais le sentiment d'avoir à l'intérieur de moi des morceaux de papier qui étaient froissés, sur lesquels étaient écrits des mots, mais je ne les déchiffrais pas. Mais j'ai eu ça en moi, cette sensation-là d'être remplie et aussi de désir que ça sorte, de désir d'être suffisamment grande pour que les bouts de papier, pour que les papiers se déplient et que les mots soient visibles. Donc cette sensation-là de trop de vie, je l'ai connue et je la connais aussi. Je la partage avec Mathilde. Et pour revenir à cette belle image de la boule à facettes, parce qu'il y a plein de choses dans la boule à facettes. Il y a le côté kaléidoscope, mais je me dis, il y a aussi la lumière. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, pour revenir à cette question du refus du tragique et de l'ouverture à la contingence, mais peut-être avant tout sur le côté... difficulté de trouver la vérité, le sens, etc. Ce qui est vertigineux dans l'écriture de Qui vive, c'est que vous l'avez écrit bien avant le 7 octobre. Oui. Et ce que vous donnez à voir dans ce roman, c'est vraiment les déchirements à l'intérieur même d'Israël. C'est-à-dire, vous donnez à voir un kaléidoscope et une polyphonie de positions avec les différents personnages, dont Rachid. D'ailleurs, vous ne prenez jamais à votre compte, dans les interviews qu'on a pu lire, voilà, vous essayez plutôt de montrer le kaléidoscope et aussi les déchirures, puisque Mathilde, voilà, ces déchirures-là, c'est comme ça que se termine le roman, par un passage à l'acte, au sein même de la vie et de la tentative de la réconciliation, dans une mise en scène d'un spectacle de théâtre, où vous restituez les oppositions entre les religieux, ceux qui viennent voir la pièce. Oui. Je crois que justement, quand j'ai pensé à cette question d'essence qui sont décuplées chez elle et du sens du toucher qu'elle a perdu, j'ai senti justement que je ne voulais rien théoriser, que je voulais, c'est même pas je voulais, j'ai pris la nécessité, le désir d'écrire un livre en dialogue avec l'époque et en confrontation avec l'époque, avec
des inquiétudes qui sont là aujourd'hui. Mais je voulais absolument pas écrire un essai, je ne voulais pas théoriser, je ne voulais pas donner de réponses. Les questions sont trop grandes pour que je puisse donner des réponses. En revanche, quand j'ai compris justement que la question du sens était celle non pas de l'explication mais de la direction, là, j'ai senti ce départ vers Israël de Mathilde qui m'a moi-même surprise parce que lorsque j'écris, moi, je suis dans une improvisation permanente. Je ne prévois rien à l'avance, sinon c'est pas intéressant et c'est fabriqué. Et donc quand il y a eu ce mouvement du départ, moi-même j'ai résisté parce que je me suis dit mais non, je n'écris pas un roman qui se passe là-bas. Il a commencé ici, il doit se terminer ici. Puis j'ai senti qu'il y avait une vraie résistance de mon personnage et ce désir de liberté. Donc je l'ai suivi et c'est là que je me suis dit mais c'est la direction qui compte, c'est d'avoir une direction. Et elle en a une tout à coup. Et en suivant cette direction avec elle, j'ai compris là aussi que ce qui m'intéressait moi, c'était je me dis que peut-être la réponse, c'est pas forcément d'expliquer les choses, mais de les regarder et de renouveler le regard sur elles. Non pas de se dire je vais les comprendre, mais de renouveler le regard, c'est déjà une forme là aussi de fidélité à quelque chose de vivant, de subjectif. Et retrouver cette subjectivité-là, de regarder le monde et d'être. Et là, c'est vrai qu'en ce sens, Aaron Appelfeld m'a appris aussi peut-être à regarder, à écouter, plus encore que je le faisais ou que je le fais, mais que c'est dans son regard sur les autres, dans ce qu'elle entend et ce qu'elle voit, et dans cette subjectivité-là, que quelque chose allait peut-être advenir. Et donc je ne connaissais pas encore la fin du livre à ce moment-là. Et en effet, tout ce chemin que Mathilde fait, c'est peut-être à un moment donné pour faire une action qui se tient à la lisière de ce qu'est l'existence, c'est-à-dire vraiment entre la vie et la mort. Et ce roman, je le voulais aussi existentiel dans le sens où elle est là, l'énigme en fait. Elle est là, elle est permanente depuis la nuit des temps. Et nous, on est pris dans un moment où on doit la réinterroger. Et peut-être que c'est ça le problème, c'est que finalement, c'est comme si on avait résolu la question du mystère de l'existence. Et donc tous les débats se portent sur le politique, le social, l'idéologique, le religieux, mais en faisant abstraction du mystère premier. Et là, Mathilde, elle l'éprouve. En l'éprouvant, elle agit, elle se met en mouvement, et en se mettant en mouvement, elle retrouve ce que peut être le regard sur des différentes paroles, différentes positions vis-à-vis de l'histoire, de la vie, des êtres, etc. Sur la question du mystère de l'existence, pour résumer comme ça, au fond, il y a une phrase formidable dans ce livre où vous dites « Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas qu'on peut s'en passer si facilement, faut croire ». Et puis il y a un autre moment où vous dites, par le biais du personnage, « Je crois en l'histoire, mais pas en Dieu ». Oui. Et donc j'aurais aimé que vous nous expliquiez cela. Enfin, oui, quelques mots. Oui. Alors, c'est... justement, je crois que vraiment le point de départ de ce livre a été la pandémie et le premier confinement, qui ont été des expériences individuelles et collectives totalement inédites. Et pour moi, les réponses n'ont absolument pas été à la hauteur de ces bouleversements inédits sur le plan personnel et les vies ont été bouleversées pour chacun et pour tous. Et donc, il fallait affronter quelque chose qui avait été remis en question. Mathilde dit aussi, ça a été un moment où on ne pouvait plus accueillir les nouveau-nés ni accompagner les morts. Et donc ces deux pôles-là, dramatiques de la vie, étaient tout à coup hors de portée des vies, des partages. Et donc, en repartant de là,
voilà, je vous fais une petite confidence que j'ai pu faire déjà par ailleurs, mais moi, j'écris beaucoup en dehors de ce qui est dans le livre. Donc il y a vraiment tout un chantier, etc. Et donc quand j'ai écrit Qui vive, j'ai ressenti le besoin de traduire le premier chapitre de la Genèse. Et j'ai traduit. Voilà, il existe le premier chapitre, quelque part, dans mon ordinateur, ma traduction du premier chapitre de la Genèse. Et il y a un mot qui a été très important dans la traduction de ce premier chapitre, que vous avez déjà prononcé, c'est celui de clarté. Quand il est dit Dieu dit que la lumière soit, enfin c'est ainsi en général se traduit, et la lumière fut, j'ai traduit non pas par lumière mais par clarté. Pourquoi ? Parce que quand on lit le premier chapitre, on s'aperçoit que la lune, le soleil et les étoiles ont été créés au 4e jour de la création. Donc il ne peut pas y avoir de lumière au premier jour puisque les astres n'étaient pas là. Alors il y a une interprétation qui n'est pas de moi, qui dit que Dieu a créé ce jour-là la lumière des justes. Et la lumière des justes, c'est ce qu'on voit, ce qu'on appelle entre chien et loup. Ce moment où le soleil est disparu, la nuit n'est pas encore là. Et donc je me suis dit, mais ça, c'est pas de la lumière, c'est une clarté. Et à partir de là, donc voilà, tout ça n'est pas présent dans le livre, mais ça soutient. Et c'est pour répondre à votre question sur Dieu. Le récit de la Genèse, c'est un récit dans lequel Dieu est la première voix. Et j'avais besoin de retourner à ce récit premier, à cette interprétation première, qui n'est pas une façon de croire du tout, mais une façon de se relier à des êtres qui ont cherché à dire comment les choses avaient pu commencer. J'ai éprouvé, moi, à partir du moment où on a été confinés, la nécessité de retourner au commencement et de considérer le monde, l'existence, les choses, avec un regard aussi neuf que possible. Et donc, à examiner la possibilité de Dieu en me disant non, enfin, certes, son existence pour moi n'est pas du tout quelque chose auquel je me raccroche et me rattache, mais la possibilité de passer par ceux qui ont eu besoin d'y croire me permet aussi de considérer les choses autrement. Je ne sais pas si c'est clair. Si, absolument. Sur la question des commencements, pour continuer, pour relier ça à la question aussi de l'histoire et de la boule à facettes, les commencements, c'est aussi, chez Aaron Appelfeld et comme chez vous, c'est l'histoire de votre famille, c'est aussi l'enfance, mais c'est aussi vos ancêtres. Et dans Jacob, vous revenez sur le destin du jeune frère de votre grand-père algérien, qui est parti en France pour libérer la France et qui est mort au combat en 1944, à 19 ans, loin de son Algérie natale, qu'il aimait tant, et dans une langue, puisque c'est aussi lié toujours à la langue et à l'oubli d'une langue, le français qu'il aimait beaucoup et qu'il maîtrisait très bien. Enfin, c'était un être lumineux aussi de ce point de vue-là. Et alors, Jacob disparaît et il a un neveu, Gabriel, qui va s'engager, lui, dans l'armée française également, mais au moment des prémices de la guerre, de ce qu'on nommera la guerre d'Algérie, et qui, au moment où l'armée française va combattre les Félagas dans les villages, parle en français aux villageois en leur disant la France va vous protéger, et oublie l'algérien, enfin oublie l'arabe finalement, la langue arabe, se coupe de tout ce passé, et il y a vraiment quelque chose qui est répétitif dans votre œuvre, et qui est aussi un pont avec celle d'Aaron Appelfeld, qui est cette forclusion de la langue, cet oubli des racines, et comment ça ressurgit sur le présent, en tout cas pour Gabriel, mais de l'autre côté, il y a Camille qui, elle, justement sur la question de la clarté, au moment où elle part, elle quitte l'Algérie vraiment avec précipitation, parvient à dire aussi que finalement, elle va pouvoir mener une autre vie. Elle arrive à se saisir de ce tragique de son destin pour se dire ce sera peut-être une autre vie avec un autre rapport à la famille. Donc il y a les deux pôles chez vous, retrouver l'origine et mettre de l'ordre, ordonnancer l'histoire familiale, mais aussi pour se séparer d'une certaine façon de cette histoire, mais sans l'oublier. Oui, c'est vrai, parce que effectivement, quand j'ai commencé à réfléchir à l'histoire, et j'ai en commun avec Mathilde, on va dire, d'avoir cru en Dieu lorsque j'étais petite, et ensuite cru à l'histoire.
Et quand je disais cru, voilà, c'était une possibilité de comprendre le monde, les événements. À ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai que cet arrachement de l'Algérie, par exemple, qui avait été vécu comme tel par une partie de ma famille, pas par tout le monde, a été aussi, en quelque sorte, la possibilité de ma propre naissance. Parce que si mes parents n'avaient pas quitté chacun leur ville, Alger pour mon père, Constantine pour ma mère, ils ne se seraient peut-être jamais rencontrés et je ne serais pas née. Et quand j'ai pris conscience de cette possibilité, je le dis souvent dans les classes de jeunes que je rencontre, je leur dis, mais imaginez la somme de hasards et d'événements qu'il a fallu pour que vous soyez là. Et d'ailleurs, on ne peut qu'imaginer, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et donc, cette conscience-là que l'histoire avait pu, enfin que les événements qu'on nomme l'histoire peuvent être la source du pire, de la douleur, mais aussi ouvrir sur la liberté, la rencontre, l'élargissement. Enfin, ça, je l'ai éprouvé. Je l'ai éprouvé d'abord moi-même en quittant la France et en allant vivre en Israël. Ça a été très dur d'arriver à 13 ans et demi, alors que c'est l'âge où on est adolescent, où il y a déjà un bouleversement qui est en cours, et de perdre tous les mots, moi je l'ai dit souvent, comme identité stable, celle d'être première de la classe, parce que c'était la seule chose qui me semblait pouvoir dépendre de moi, être claire et nette, alors que les autres identités étaient floues, un peu honteuses parfois. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se rattachaient à cette origine d'Algérie, de juifs algériens, qui était compliquée. C'était un sentiment d'étrangeté par rapport aux autres. Je ressentais du mépris qu'il pouvait y avoir aussi sur ma grand-mère, par exemple. Donc, il y avait trop de sentiments mêlés. Être juif, c'était dangereux. Alors, être première de la classe, c'était simple, c'était très protecteur. Et en arrivant en Israël, j'ai totalement perdu cette identité-là, puisque je n'étais plus rien. Je n'avais même pas de notes. Et pour moi, c'était un vrai choc d'aller à l'école et de ne pas avoir de notes. Et donc, dans ce moment-là, qui a été celui d'une grande perte, j'ai senti aussi qu'il y avait, voilà, j'y reviens par rapport à qui vivent, la possibilité d'un regard neuf, la possibilité d'une langue neuve qui creusait comme ça, qui traçait justement d'autres sillons, qui me faisait éprouver des choses que je ne pouvais pas éprouver en français, et des goûts aussi nouveaux, enfin toute une sensorialité. Et je pense que, et évidemment, que ça c'était déjà enclenché, cette conscience que peut-être que voilà, si l'horreur existait, c'est parce que la beauté existait aussi, parce que sinon voilà, on ne serait pas si fracassé par la perte, s'il n'y avait pas quelque chose auquel on tient, quelque chose qui... Et donc ça, je le disais pas ainsi, mais je l'ai prouvé. Et puis ensuite, la littérature, les arts, les rencontres et la psychanalyse aussi pour moi ont été là pour me faire approcher sans fermer les yeux de ce qui était sombre, ce qui était lumineux, et surtout qu'en fait, c'était pas vraiment séparé. Cette imbrication-là, elle était là, et c'est celle que j'ai cherchée pour écrire Jacob, Jacob, parce que ce roman a été, comme tout d'ailleurs, difficile d'accès pour moi, parce qu'il était quand même issu d'une histoire familiale extrêmement violente, qui a laissé des traces chez beaucoup de personnes qui sont encore là aujourd'hui. Et je ne savais pas comment aborder cette histoire de la violence. Et en travaillant, parce que je travaille beaucoup pour arriver au livre, je creuse, j'écris, etc. En travaillant, j'ai trouvé le personnage de Jacob, qui lui, justement, quand j'ai vu sa photo, quand j'avais en mémoire ce que me disait ma grand-mère de lui, sa façon qu'il avait de chanter, quand j'ai vu son cahier d'écolier, son écriture, ses mots à lui, j'ai pu trouver un être lumineux, un être pour lequel, manifestement, il y avait eu beaucoup d'amour et qui en avait reçu et qui en avait donné. Et c'est en passant par l'amour, pour Jacob, et par cette lumière-là qu'il portait en lui, que j'ai pu aller vers cette famille
où il y avait beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de violence. Et que le roman, parce que c'est un roman, j'étais plus libre en écrivant un roman, a pu s'écrire, et en trouvant aussi la langue de ce roman-là. Voilà. Une langue où il y a la musique orientale qui entre, de l'hébreu aussi, qui est entré pour moi, et un côté un peu fleuve, parce que j'ai suivi aussi le cours de l'eau du Rumel qui traverse Constantine, de la mer l'eau est toujours très importante pour moi aussi, de la mer Méditerranée que Jacob traverse, et donc l'eau, c'est l'eau vive, et c'est comme ça que j'ai pu l'écrire. Sinon, j'aurais pas pu écrire à partir de cette famille où il y avait eu tant de violence. Enfin, je n'aurais pas voulu le faire, et il fallait que je parvienne à avoir un regard qui, comme dans Qui vive, quand Mathilde rencontre ces différentes personnes, ne soit pas celui du jugement. Parce qu'en jugeant, je pense que je ne pouvais pas accéder à une vérité des êtres. Je serais restée extérieure. Donc, ce n'était pas intéressant. Vous parliez tout à l'heure du fait que vous rencontriez des jeunes et vous avez beaucoup écrit pour la jeunesse. Peut-être vous écrivez encore actuellement, enfin, espérons-le. Et je voulais m'arrêter avec vous sur ces deux ouvrages, en particulier Quand j'étais soldate, qui reprend votre expérience puisqu'il s'agit de Valérie. Même si, voilà, comme vous dites... C'est un roman autobiographique. Voilà, roman autobiographique, c'est une manière de répondre à la question, l'autofiction ou pas. Voilà. Oui. Donc Valérie qui arrive en Israël, qui est déjà est dans une grande proximité avec la musicalité de la langue, mais qui doit aussi faire son service militaire. Et puis il y a aussi une bouteille dans la mer de Gaza, où c'est l'histoire là aussi d'une adolescente, Tal, dont le frère fait son service militaire à Gaza et qui a vu ses parents pleurer de joie au moment de la poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, et puis ensuite les a vus pleurer au moment de l'assassinat de Yitzhak Rabin, et qui se dit je peux pas rien dire, enfin c'est pas possible que je reste sans mots là aussi. Et elle a l'idée, un jour en cours, l'idée, voilà, une lumière s'allume et elle se dit voilà, je vais écrire à une jeune fille à Gaza. Enfin, pour elle, c'est une jeune fille, et donc elle écrit et elle met de manière très romanesque ces mots, ces questions qu'elle adresse à une jeune palestinienne dans une bouteille, et elle remet cette bouteille à son frère en lui disant jette-la dans la mer de Gaza. Bon, il l'enfonce dans le sable, et finalement elle va avoir un dialogue avec un jeune palestinien. Et là aussi, il y a quelque chose de la question de la langue, enfin de ce kaléidoscope, pour reprendre la boule à facettes, où chacun ne s'entend pas sur la manière de décrire des événements qui ont été communs et qui disent absolument des choses contraires de leur peuple. Oui. Et donc ce dialogue, ça va être de trouver une langue commune, de s'accorder sur ce qui s'est joué pour chacun et d'essayer de comprendre l'autre. Et puis ça se termine sur la promesse d'une rencontre entre Naïm, puisqu'on finit par pouvoir dévoiler son prénom et son intimité, lui qui s'appelait Gazaman, et Tal, donc la promesse d'une rencontre. Après, là aussi, pour lui, un départ. Enfin, il y a vraiment dans votre œuvre et dans votre vie cette traversée de fleuves, de mers. Enfin, lui va faire des études pour devenir médecin au Canada, et lui donne rendez-vous, là aussi de manière très romanesque, devant la frontière pas la frontière, mais la fontaine de Trévise. Et je me disais, voilà, il y a quelque chose là dans cette manière que vous avez d'écrire pour la jeunesse, d'écrire sur ces jeunes filles qui tentent de saisir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, à Gaza. Vraiment, là aussi, une attention, est-ce que c'est une croyance en la possibilité d'un dialogue? Est-ce pour ça que vous écrivez pour la jeunesse? Est-ce que vous êtes lu, vous? Est-ce que vous avez des retours de lecteurs palestiniens? J'en ai eu quelques-uns. Oui. Le livre n'a pas été traduit. Il a été traduit en 18 langues, mais ni en arabe ni en hébreu. Mais il a été traduit en 18 langues, et j'ai eu quelques retours de lecteurs palestiniens, de quelqu'un qui est devenu une amie, qui l'a lu d'une traite une nuit, qui était en larmes à la fin, en me disant « mais tu as décrit tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu ». Ce sont évidemment quelques personnes. Moi, je n'ai pas cherché à être porte-parole de qui que ce soit. Je voudrais dire peut-être plusieurs choses, et je ne sais pas si ça conclura tout ce qu'on s'est dit, mais que
ces livres-là, et finalement tout ce qui m'anime lorsque j'écris, c'est vrai que c'est nourri par les mots liberté. Je crois que mes personnages cherchent toujours une forme, un moyen d'être libre et de ne pas être assignés par les autres à une place, à une manière de voir, à une manière de penser, de considérer. Et par ailleurs, donc ça, voilà, la liberté, évidemment, c'est un mot qui me guide beaucoup. La question de la déchirure, elle est présente donc, moi, d'emblée dans mon histoire, puisque initialement mes parents ont été arrachés à leur terre natale, il y a de l'arrachement de lieux, des langues. Et comme je disais, j'ai compris un jour qu'il n'y avait pas que du négatif là-dedans. Et même pour quelqu'un comme Aaron Appelfeld, il le disait, je ne me permettrai pas de le dire à sa place. Ce qu'il a vécu a aussi fait ce qu'il est devenu. Et il a fait en sorte qu'il y ait aussi des choses dans ce qu'il devenait, justement, qui soit vraiment du côté de la vie. Et c'est quoi la vie? C'est la possibilité de créer quelque chose. Et il disait même faire un gâteau, c'est créer. Quelqu'un qui fait une chaise, ou d'être le créateur de... Voilà, pas uniquement de ses livres. Et donc, la déchirure aussi, c'est quelque chose que j'ai éprouvé adolescente, même enfant, et avec, en arrivant en Israël, une conscience politique qui était déjà, dont les prémices étaient là, mais qui a été très nourrie et secouée par les événements de la première intifada. Et donc moi, mon éveil politique, même s'il avait commencé en France au moment de l'élection de François Mitterrand, j'étais quand même très jeune à ce moment-là, a été, je dirais, total en Israël dans ces années-là. Et j'ai compris très vite plusieurs choses. J'ai compris où étaient les dangers des nationalismes, où étaient les dangers de ce qu'on n'appelait pas le populisme à l'époque, mais qui était déjà à l'œuvre, à travers une représentation de l'autre qui était diabolique. Et moi, prenant conscience assez tôt que, par exemple, en moi, il y avait de l'arabe et de l'hébreu, une histoire, pas uniquement arabe, parce que l'Algérie, c'était aussi kabyle, c'est aussi... Oui. Mais justement, l'Algérie, c'est pas que arabe et musulman. Oui. Donc déjà, prenant conscience pour revenir à la boule à facettes, des différentes facettes qu'il pouvait y avoir dans un pays, dans une histoire, dans ce qu'on appelle une identité, qui reste quand même quelque chose qui me fait horreur. En prenant conscience de tout ça, j'ai très tôt compris qu'il ne fallait pas céder à cette répartition de eux et nous, même si elle existe, même s'il faut analyser ce qui se passe quand il y a eux et nous. Mais j'ai compris en écrivant notamment Une bouteille dans la mer de Gaza pendant la deuxième intifada, qui est vraiment le moment de grande rupture dans la possibilité de dialogue et de construction des murs de manière très concrète. C'est à ce moment-là que les murs ont été construits, de séparation. J'ai compris que ces murs-là, ce qu'il disait très clairement, c'est qu'ils ne pourraient plus se voir. Et quand vous dites en français, lui, je peux plus le voir, ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire quelque chose de... C'est un rejet. C'est pas seulement une incapacité, c'est aussi un rejet. Et qu'ils ne pourraient plus se voir. Ça, c'était terrible. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai écrit, puisque vous parlez de la jeunesse, ce livre-là, je ne pouvais l'écrire qu'en passant par des jeunes, parce que si j'avais pris des personnages adultes, ils auraient été de fait beaucoup plus blasés, beaucoup plus cyniques. Ils auraient dit oui, mais de toute façon, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais, etc. En prenant des jeunes qui découvrent en quelque sorte la situation dans laquelle sont plongés leur peuple, je pouvais là aussi renouveler le regard. Parce que souvent les gens disent ah oui, ça ne change pas, c'est la même situation depuis des années. Pas du tout, c'est pas la même situation. La situation d'aujourd'hui, c'est pas celle d'il y a 1 an, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 50 ans. C'est pas vrai. Et je pense que quand on fige le regard sur ce conflit, on fige la possibilité de trouver une solution, on fige la possibilité de donner aux jeunes acteurs de ces pays les moyens de penser autre chose, les moyens d'inventer autre chose. Et c'est très grave parce que ça mène à la mort. Enfin, là, ce ne sont pas des mots en l'air, ça mène vraiment à la mort. Cette façon dont
les deux peuples et le récit que font les deux peuples a figé les deux entités comme étant diaboliques l'une pour l'autre. Et voilà, moi je voulais simplement écrire un livre où les mots pourraient tenter quelque chose dans un monde où c'était les armes qui parlaient. Mais c'est très, très modeste comme entreprise, mais je voulais qu'il y ait de la place pour ça. Et en particulier pour les jeunes aussi, parce que je le dis souvent, ce sont des pays extrêmement jeunes. Oui. Politiquement, ce sont des peuples très jeunes. Les peuples israéliens et palestiniens n'existaient pas en tant que peuple il y a 100 ans. Les Juifs existaient, des gens existaient, mais ils n'existaient pas en tant que peuple, en tant qu'entité politique. Et par ailleurs, la démographie fait que ce sont des peuples très 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 jeunes. L'âge médian est de 18 ans à Gaza, 28 ans en Israël. Donc il y a beaucoup de jeunes là-bas. Les générations se renouvellent très vite. Et c'est ce qui est difficile parce que ce sont des gens qui n'ont pas le temps d'étudier, de comprendre ce qui leur arrive. Donc c'est aussi en pensant à eux que j'ai voulu écrire ça. Voilà, vous dépliez vraiment finalement cette boule Oui, à facettes. oui. Enfin, c'est formidable. Et, j'essaie, oui. et gageons que vos mots porteront. Enfin, je ne doute pas que voilà, nos auditeurs, en tout cas, ont envie d'aller lire après vous avoir entendu de manière si fine et lumineuse parler. Donc, merci. Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, à vous. Valérie. Merci beaucoup. Merci à vous deux.